Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir. Ah, excusez-moi. J'ai le plaisir donc de vous retrouver ce matin pour une matinale RH consacrée à la prévoyance. Est-ce que vous m'entendez bien? Levez la main si faites le petit signe pour le lever de main. Oh, ok, super. Très bien. Donc on va continuer. Donc je pense qu'on va se présenter. Je vais laisser chacun se présenter. On va commencer peut-être par toi, Julien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Julien Magnol, en charge de l'action sociale au centre de gestion et notamment un de vos interlocuteurs pour la protection sociale et le contrat de prévoyance. Bonjour, Mickaël Bronas, responsable du pôle santé, sécurité et qualité de vie au travail. Bonjour, Cédric Tuisa. Donc, je représente le cabinet Alternative Courtage, donc le courtier en charge donc de l'accompagnement du centre de gestion et de votre accompagnement en tant qu'employeur sur ce dispositif de prévoyance. Bonjour, Lise Vignot, et moi je suis responsable du service com au centre de gestion. Et donc, Malvina Anoto, je suis responsable du pôle assurance, finance, marché public au centre de gestion. Et j'ai en charge donc le contrat collectif de prévoyance. Donc, nous allons commencer déjà par un petit rappel. On va couper les micros si ça ne vous dérange pas, pour pouvoir après qu'il n'y ait aucun problème de son. Voilà. Alors, déjà pour revenir sur les bases, le rôle de la prévoyance. Donc, qu'est-ce qu'un contrat de prévoyance permet? Alors déjà, d'une part, en cas d'absence pour raison de santé, il permet donc de maintenir des revenus en cas de passage à demi-traitement en fonction du type d'arrêt. Donc, congé maladie ordinaire, longue maladie, longue durée et grave maladie. Ensuite, donc, on est en cas d'invalidité permanente, ça permet de compléter la pension ou la rente d'invalidité quand celle-ci est reconnue et médicalement constatée. Et enfin, donc, en cas de décès ou de perte totale irréversible d'autonomie, protéger les proches financièrement avec un capital, donc qui est versé donc, au décès de l'agent ou en cas de PTIA. Le rappel des obligations de l'employeur. Donc, au 1er janvier 2025, tous les employeurs territoriaux devront décider deux choses. Soit une participation sur un contrat individuel labellisé de leurs agents, soit d'adhérer à un contrat collectif, comme c'est le cas, donc comme c'est proposé par le centre de gestion. Dans tous les cas, que ce soit le contrat individuel labellisé ou le contrat collectif, l'employeur doit saisir donc, le pacte social territorial de référence avant de délibérer. Et la deuxième chose que chaque employeur doit faire pour le 1er janvier 2025, c'est de fixer le montant de la participation des agents éligibles. Et cette participation doit être comprise entre 7 € mensuels brut et le montant de la cotisation de l'agent. Alors, une consultation, donc après plusieurs tergiversations, puisqu'on était en attente d'une transposition de la part de l'État de l'accord collectif national du 11 juillet 2023. Finalement, la consultation est partie sous la forme facultative de l'adhésion des agents. Cette consultation donc, comportait donc une tranche ferme et plusieurs tranches optionnelles. La tranche ferme, celle qui vous concerne, je pense, tous, en tout cas pour la plupart, c'est pour les collectivités et les établissements publics qui emploient jusqu'à 349 fonctionnaires territoriaux, titulaires et stagiaires à temps complet. Et trois tranches fermes qui concernaient donc des collectivités non affiliées obligatoires, principalement. L'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 9 juin 2024 et la consultation s'est déroulée tout l'été pour s'achever le 24 septembre 2024 par l'approbation du choix de la CAO par le conseil d'administration du centre de gestion. Alors, pour rappel, puisque vous allez avoir le diaporama, disponible sur le site, il y avait donc 5 critères de jugement des offres. Ce sont des critères principalement repris et issus du décret de 2011, puisque c'est quand même une consultation très encadrée, où vous pourrez trouver donc différentes pondérations.
Donc, on est sur le critère 1, donc on avait qualité de garantie et tarifs proposés, où nous étions donc sur 45 sur 100. Puis, donc, second critère, le degré effectif de solidarité à 5 sur 100. Le critère 3 à 25% sur la maîtrise financière du dispositif sur la durée totale de la convention, qui est, je le rappelle, de 6 ans, donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030. Le critère 4 sur les moyens destinés à assurer donc, une couverture sur les plus âgés et les plus exposés, 5 sur 100. Et enfin, le dernier critère sur les modalités de gestion et d'accompagnement proposées. Alors, l'issue de la consultation, le groupement qui a été retenu, donc, nous avons Alternative Courtage, qui est ici, qui est donc l'interlocuteur pour les employeurs et qui fait l'interface aussi avec le centre de gestion, qui assure le pilotage de la convention, qui va assurer aussi les réunions d'information et qui sera le premier point de contact des agents. Et nous avons Territorial Mutuel, qui est un assureur et un gestionnaire de contrat. Donc, c'est lui qui va régler en fait les indemnisations. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais laisser Monsieur Tuisa présenter en fait les modalités du contrat pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments. Alors, donc en fait, sur les modalités qui ont été négociées, donc vous avez une formule de base. Donc, pour rappel, l'adhésion de vos agents à ce dispositif est facultative, hein, puisqu'on est toujours dans le cadre du caractère facultatif. Mais dès lors que vos agents vont adhérer à ce dispositif-là, ces deux garanties leur sont imposées, les protégeant contre l'incapacité et l'invalidité, qui sont les deux garanties minimales qui sont reprises dans le décret qui fait foi aujourd'hui, celui de 2022. Au niveau de l'incapacité, l'assureur interviendra sous forme d'indemnité journalière et il complétera donc le demi-traitement des agents jusqu'à hauteur de 90% de leur traitement et de leur NBI et 40% du régime indemnitaire net en CMO dès le demi-traitement. Et cette intervention sur le régime indemnitaire est portée à 90% lorsque la CMO est requalifiée en CLM, CLD ou grave maladie, lorsque réglementairement vous êtes censé suspendre la protection du régime indemnitaire. Donc là, c'est l'assureur qui interviendra pour retrouver 90% du régime indemnitaire. Et compris également une garantie pour protéger contre l'invalidité. Donc l'assureur intervient sous forme de rente. Donc une rente, ça va être plus protecteur que ce qu'on trouve dans de nombreux contrats où souvent c'est un capital. Une rente, c'est une somme tous les mois, c'est-à-dire dès lors que je suis reconnu en situation d'invalidité, soit par la CNRACL, ou par mon organisme de rattachement lorsque je ne suis pas rattaché à la CNRACL, je perçois une rente de l'assureur en complément de mon organisme de rattachement tous les mois jusqu'à ce que j'arrive à l'âge légal de la retraite vieillesse. Et cette rente, elle sera jusqu'à 50% du traitement de la NBI et du régime indemnitaire. Ce point-là, aujourd'hui, est en cours de finalisation. Donc, on reviendra vers vous s'il y a des évolutions, puisque du coup, on était dans le cadre d'un accord collectif sur le départ. Vous comprenez que sans transposition, il a fallu se réorienter un peu en dernier moment. Donc, ce point-là, aujourd'hui, mérite finalisation et dans un second temps. Et donc, le taux de cotisation qui, aujourd'hui, s'applique de base est 2,38%, qui s'applique donc aux éléments bruts de rémunération des agents. Donc, pour connaître la somme en euros, on additionne le traitement indiciaire brut, la NBI brute et donc l'IFSE, l'IFSE, le RI, l'IFSE brut, que l'on multiplie par 2,38 et ça nous permet de connaître en euros le montant donc de la cotisation que l'agent doit avant participation financière de son employeur, comme c'était présenté en introduction. À ces garanties de base, chaque agent pourra chaque agent aura le choix d'ajouter un renfort. Donc, il y a 2 garanties optionnelles qui pourront être ajoutées de manière facultative. La première concerne uniquement les agents rattachés à la CNRACL. C'est celle qui va permettre à l'assureur de compléter la pension de retraite, puisque vous n'êtes pas sans doute sans le savoir, les agents rattachés à la CNRACL, lorsqu'ils sont placés en invalidité, c'est leur caisse de retraite qui liquide leurs droits
quelle que soit leur carrière, et leur verse une pension d'invalidité qui sera seulement fonction de leur carrière. Et ils ne cotisent plus pour avoir une pension de retraite vieillesse dite taux plein. Donc ces agents-là pourraient avoir intérêt à souscrire cette option qui s'appelle minoration de retraite suite à invalidité pour que l'assureur intervienne dès lors que l'agent est en situation de retraite vieillesse après l'invalidité et obtenir une rente viagère, donc une somme tous les mois, un complément tous les mois dès que j'atteins l'âge légal de la retraite vieillesse jusqu'à mon décès et pour retrouver, compenser 90% de ma pension de retraite vieillesse comme si ma carrière n'avait pas été interrompue. Et donc cette option, elle coûte plus 0,69% de son traitement, de sa NBI et de son régime indemnitaire. Cette option-là concerne que les agents CNRACL et dans certains cas, les agents qui sont sur une fin de carrière n'ont pas intérêt à conserver cette garantie. Donc ça, on l'expliquera bien aux agents lors de réunions d'information. On rentrera plus dans le détail. Et enfin, dernière option, optionnelle, un capital décès, PTIA. Donc, c'est une option qui permet de protéger ses proches en cas de décès de manière certaine, ce qui n'est pas le cas du capital décès statutaire. Ici, l'assureur versera le capital décès sans condition particulière s'il y a décès de l'agent. Et ce capital peut être aussi débloqué au titre de la PTIA. Donc, la PTIA, c'est la perte totale irréversible d'autonomie. Donc, dans cette situation, je ne suis pas décédé, mais j'ai besoin d'assistance au quotidien pour des actes de base de la vie tels que me lever, me vêtir, me nourrir. Donc, dans ce cas-là, je pourrais débloquer le versement de ce capital et ce capital me sera versé à moi-même. Il est versé forcément une seule fois, soit au titre de ma PTIA ou à mes bénéficiaires au titre de mon décès. Et ce capital, il représente 100% du salaire annuel net. Donc, c'est le traitement, la NBI, le régime indemnitaire annuel net. Et ça coûte plus 0,34%. Donc, ces options-là, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Ce n'est pas un bloc comme la diapositive précédente. Elles sont vraiment au choix individuel de chaque agent. Dans le dispositif, il est également inclus une assistance sans surcoût. Donc, c'est important de le souligner. Dans nombreux contrats, les assistances ne sont pas comprises. Donc, l'opérateur en charge de cette assistance, c'est IMA, Intermutuelle Assistance. Donc, ce n'est pas piloté par Territorial Mutuel. Il y a une discrétion. L'agent en situation, en difficulté de santé, peut solliciter un accompagnement auprès d'IMA. Il aura un numéro de téléphone qui lui est dédié et donc peut avoir accès à des services tels que par exemple la livraison de médicaments, du transport sur lieu de travail, de la garde d'enfants. Ça va être en fonction bien sûr de la pathologie, ça forme sur fonction d'unité, ce qu'on appelle des crédits, et en fonction de la pathologie, j'ai droit à tant de crédits et débloquer tel ou tel service. Tout ça va bien expliquer dans le détail. Et il y aura une notice d'assistance qui expliquera bien le détail de ces dispositifs. Ici, on a mis un exemple d'indemnisation qui parle d'une situation d'un agent technique deuxième échelon avec un indice majoré à 367 et un IFSE à 150 euros. Donc cet agent, en situation normale d'activité, perçoit une rémunération de 1 564 euros. À côté, vous voyez l'impact de la prévoyance. On est sur une CMO, donc suite à la maladie ou un accident de la vie privée, parce que je le rappelle, la prévoyance n'intervient pas que pour protéger la maladie. Un agent, quel que soit son âge, va au ski ou un accident domestique et un arrêt de plus de 90 jours continu ou discontinu, s'il est fonctionnaire, bien sûr, parce que ça peut être moins protecteur en fonction des statuts, bascule en demi-traitement dès le 91e jour, continu ou discontinu sur l'année glissante. Donc, typiquement, sans prévoyance, si je ne prends pas de prévoyance, je fais le choix, j'aurai que 785 euros de rémunération et à la fin du mois, ce n'est pas demi-loyer, demi-plein de courses. Ou alors, je fais le choix de me protéger et avec la prévoyance proposée, l'assureur interviendrait à hauteur de 623 euros en complément du demi-traitement de l'employeur. Et donc, j'aurai une perte finalement à la fin du mois que de 156 euros. Donc, j'ai quand même une perte beaucoup moindre et la précarité va être moins. Et forcément, il y a une perte, mais ça sera moins que si je n'ai pas de prévoyance, bien évidemment. Après, à chacun de faire son choix en fonction.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions ou... On prend des questions ou pas? Sur cette première partie, Sur peut-être la pour les première garanties. partie, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a sur le chat, hein, bien sûr. Nous avons lu qu'effectivement, ça allait vite, donc la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, le diaporama, on va le mettre en ligne sur le site internet dès cet après-midi et on fera après, au niveau de l'enregistrement, on le fera dans un second temps. Oui. On répond peut-être à des questions là. Donc là, Oui. ça commence. Le CIA n'est- Le CIA n'est pas à prendre dans le calcul de la cotisation. Alors, non, il n'est pas à prendre puisque le CIA, en fait, c'est une indemnité, enfin, c'est une prime qui est liée à la manière de servir. Donc non, c'est pas pris en compte dans le calcul de la cotisation. Est-ce qu'il y a des délais de carence? Oui, on y arrivera un petit peu plus tard. Je ne sais pas pour faire du teasing, mais on va y répondre un petit peu plus tard avec une diapositive bien complète. Donc, vous me confirmez que l'assiette de cotisation est sur le brut? Tout à fait. Dans le cas d'un contrat collectif à adhésion facultative, on cotise sur le brut et l'agent est indemnisé net sur son compte bancaire et ces indemnisations ne rentrent pas dans l'impôt sur le revenu, ce qui est une grosse différence par rapport à un contrat collectif obligatoire. Certains, des fois, RH ont une expérience sur le côté obligatoire, donc c'est un point en écart avec ce qui se fait sur des contrats obligatoires, sur le FACU, contrat facultatif. On cotise sur le brut et on est indemnisé sur le net. Et l'indemnisation est versée par l'assureur sur le compte bancaire de l'agent. Et les indemnités ne sont pas à réintégrer dans l'impôt sur le revenu, non soumis à imposition. Le régime indemnitaire n'est pas maintenu dès le premier jour d'arrêt. Est-ce que le contrat permettrait quand même une indemnisation seulement après 90 jours d'arrêt? Effectivement, c'est ce qu'on a vu sur la première diapositive, où en fait l'assureur intervient dès le demi-traitement de la CMO. Donc, si j'ai bien compris la question, si l'employeur a délibéré pour supprimer le régime indemnitaire dès le premier jour d'arrêt, il n'est pas prévu que l'assureur intervienne sur les périodes donc, de plein traitement de la CMO, même si la collectivité déroge au statut. L'assureur interviendra dès la bascule en demi-traitement pour retrouver 90% du traitement et de la NBI et 40% du régime indemnitaire. L'assureur intervient seulement en renfort à hauteur de 90% du régime indemnitaire lorsque la CMO est requalifiée vers une CLM ou une CLD, lorsque réglementairement, là, vous êtes dans l'obligation de suspendre le régime indemnitaire. Je crois que je l'ai mis, mais... On va vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, si l'employeur décide de ne pas adhérer au contrat groupe du CDG au 1er janvier 2025, pourra-t-il adhérer? Oui, tout à fait. Vous pourrez rejoindre la convention quand vous serez prêt, en fait. On est bien conscient des calendriers et on doit tenir compte des contextes, de ce qui peut être en place dans vos différents établissements. Et on va détailler justement, c'est la suite de la présentation, donc on détaillera les modalités d'accès à la convention pour l'employeur. Oui, alors avant justement de basculer sur la différence entre l'employeur qui a fourni donc, ces données statistiques avant la mise en concurrence ou qui ne l'a pas fait, je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite revenir sur les options. Donc on va revenir sur les diapositives, la diapo précédente, donc sur l'option 1 et l'option 1. Donc voilà. Les options. Juste après. Voilà. La minoration de retraite et le capital d'essai. La minoration de retraite, donc c'est une garantie qui donc permet à l'assureur, donc déjà cette garantie ne concerne que les agents rattachés à la CNRACL, puisque ce sont les seuls agents, c'est le seul statut qui observe une perte sur son niveau de retraite vieillesse suite à un placement en invalidité. Parce qu'en fait, les agents rattachés à la CNRACL, lorsqu'ils sont placés en invalidité, sont pris en charge par leur caisse de retraite, la CNRACL, qui vient liquider leurs droits, quel que soit leur avancement dans la carrière, quel que soit leur âge. Et leur calcule une pension en fonction de ce qu'ils ont cotisé à la CNRACL. Et leur carrière est interrompue, c'est-à-dire qu'ils ne cotiseront plus pour avoir une pension de retraite vieillesse dite taux plein. Pour les autres statuts, ils sont pris en charge en cas d'invalidité
par la sécurité sociale qui va leur verser des indemnités d'invalidité et ils vont continuer de cotiser au régime général des retraites et n'observeront pas une perte sur leur niveau de retraite vieillesse due à l'invalidité. C'est pour ça que cette première option s'adresse qu'au statut des agents de la CNRACL. Et donc là, l'assureur intervient dès lors que l'agent arrive en retraite vieillesse après une invalidité pour verser une rente viagère, donc une somme tous les mois dès que j'arrive à l'âge légal de la retraite vieillesse jusqu'à mon décès, c'est le terme viagère, et cette indemnisation de l'assureur permet de retrouver 90% de sa pension de retraite vieillesse, comme si ma carrière n'avait pas été interrompue. Et donc cette option, au choix individuel de l'agent, donc coûte plus 0,69% du traitement de la NVI et du RI brut de l'agent. Je pense que ça répond sur la première. Deuxième garantie, un capital décès PTIA. Cette garantie sera versée de manière certaine par l'assureur. On oublie les règles d'attribution du capital statutaire qui vous incombent en tant qu'employeur territorial. Que l'employeur territorial puisse verser ou pas en totalité le capital décès statutaire n'interfère pas sur le versement de manière certaine de cette garantie. Le capital décès, il est versé à mes proches en cas de décès ou il peut être versé au titre de ma PTIA, donc la perte totale irréversible d'autonomie. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, je ne peux plus me suffire à moi-même, j'ai besoin d'assistance au quotidien pour me lever, me vêtir ou me nourrir. Donc dans ce cas-là, je pourrais débloquer le versement de ce capital auprès de l'assureur et il me sera versé à moi-même et pas à mes bénéficiaires. Ce capital est versé une seule fois, soit au titre de ma PTIA, soit au titre de mon décès à mes bénéficiaires. Et ce capital, sa valeur, c'est 100% de mon salaire annuel net, donc traitement NBI et RI net annuel. Et ce coût, c'est plus 0,34% de mon traitement, de ma NBI et de mon régime indemnitaire brut. Voilà les deux options. Donc, je pense que ça doit répondre peut-être aux besoins de précision. Je réponds juste à un élément, puisque ça, là-dessus, on n'a pas vraiment communiqué dessus, sauf si les personnes sont allées voir dans la proposition de convention disponible sur le site Internet. Est-ce que l'adhésion à la convention de participation proposée par le centre de gestion a un coût pour la collectivité? Non. C'est gratuit. Voilà. On a une autre question. Est-ce que les heures complémentaires sont dans la base de cotisation? Non. Les heures complémentaires n'ont pas à rentrer dans la base de cotisation. Un agent en arrêt de travail n'effectuera pas ces heures, donc on ne la met pas dans l'assiette de cotisation, parce que si on le met dans l'assiette de cotisation, je cotise dessus, mais je ne suis pas indemnisé par l'assureur. Pour le taux à 2,38%, donc sur le socle employeur, donc qui est constitué donc par l'incapacité et l'invalidité, il est garanti sur combien d'années, de combien peut-il augmenter sur les années à venir? Alors, il est garanti, je vais répondre, il est garanti 2 ans à compter du 1er janvier 2025. Et il peut augmenter en fonction de la sinistralité en fait, du contrat, mais il est plafonné dans son augmentation. Oui. Voilà. Et ce qu'il faut avoir en tête, je me permets de compléter, c'est que, à contrario de ce que vous pouvez connaître en tant qu'employeur territorial sur un contrat collectif que vous avez pu mettre en place, ou ce que vos agents peuvent connaître sur leur contrat labellisé, il y a bien, dans le cadre d'une convention de participation, une preuve du déséquilibre technique qui incombe à l'assureur pour pouvoir entrer dans cette phase de négociation qui sera possible uniquement après les 2 premières années. Un contrat qui est équilibré ne sera pas révisé, à contrario de ce que vous pouvez connaître dans des contrats collectifs où généralement vous recevez la bonne nouvelle. Là, on est dans la période au mois d'octobre où on va vous dire ça va être plus tant, point barre. Là, il y a une négociation. C'est ce qu'il y avait dans le terme de pilotage où on accompagne le centre de gestion. L'assureur propose, le centre de gestion accepte, négocie ou refuse, puisque du coup, la convention est pilotée par le souscripteur du marché, le centre de gestion. Nous sommes également au niveau du centre de gestion accompagnés par un actuaire. Il va donc renforcer ce pilotage. Et sur les primes Ségur. Alors oui, ça rentre dans les assiettes de cotisation. D'accord. Est-ce que l'adhésion doit concerner tous les agents? Autrement dit, tout le monde adhère ou personne? Alors, encore une fois, il y a un caractère facultatif de l'adhésion des agents.
ils font le choix d'adhérer ou pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, effectivement, ça concerne aussi les ircantèques titulaires, contractuels. Tous les statuts sont concernés, sauf les vacataires, puisqu'un vacataire intervient, il est payé pour une tâche précise, il n'est pas sur des postes durables, donc le vacataire n'est pas couvert, mais tous les autres statuts, y compris le contractuel qui vient pour une courte durée, et je vais apporter du détail parce que la question va arriver après, même le contractuel qui n'a pas 4 mois d'ancienneté dans votre collectivité peut avoir un intérêt à se protéger puisque l'assureur pourrait intervenir en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale de votre contractuel, même s'il n'a pas de droit statutaire, hein, puisque en dessous de 4 mois d'ancienneté, il n'a pas de droit statutaire en cas d'absentéisme dans la collectivité. Autre question, est-ce que l'IAT fait partie de l'assiette de cotisation dans le cas où l'IFSE et le SIGA ne sont pas mis en place? Alors, à creuser, je prends le point. C'est le régime indemnitaire. Oui, En fait, c'est le RI avant l'IFSE et le CIA. Voilà. donc oui, du moment qu'il est versé mensuellement et qu'il est fixe, il rentre dans l'assiette de cotisation. Donc ça, on a répondu, ok. Alors, si l'employé ne souhaite pas adhérer à la convention mais conserver celle actuelle, c'est-à-dire son contrat actuel, est-ce que la collectivité doit quand même participer à hauteur de 7 €? Alors, c'est la collectivité décide de prendre la labellisation ou un contrat collectif. Si l'agent ne suit pas en fait la décision de la collectivité ne participera que sur le dispositif qu'elle a choisi. Voilà. Oui, alors le montant pour estimer le remboursement de la rémunération tient-il compte du régime indemnitaire? Oui, on a répondu à la question. Voilà. En cas de congé longue durée, à l'issue du plein traitement, le régime indemnitaire est-il pris en compte, sachant que durant son congé longue durée, il n'en bénéficie plus? Tout à fait. C'est ce qu'on a précisé tout à l'heure. L'assureur interviendra bien à hauteur de 90% dès lors qu'il y a requalification d'une CMO en CLM, CLD. L'assureur interviendra-t-il via l'employeur? L'agent n'aura pas à demander lui-même le remboursement? Alors en fait, vous en tant qu'employeur, vous aurez accès à un portail de gestion que je vous expliquerai un petit peu plus tard et pour lequel vous aurez des présentations en fin d'année. Pour du coup vous permettre de comprendre, vous aurez des informations sur comment vous allez faire pour précompter, puisque les cotisations sont à précompter sur le bulletin de salaire de vos agents adhérents, et c'est à vous qu'il incombe d'ouvrir le sinistre pour l'indemnisation. On y reviendra un petit peu plus tard. On va peut-être continuer sur la s'il y a beaucoup de défense questions. des collectivités. Je vais répondre à celles que je peux en attendant. Alors, du coup, on va reprendre sur. On va Merci. maintenant. Voilà, tout à fait. C'est juste L'exemple, c'est Voilà. ça. Voilà. Maintenant, on va vous restaurer de la visibilité sur. Maintenant qu'on vous a présenté le contrat, il est important que vous restaurez de la visibilité sur quelles sont les démarches que vous avez à faire en tant qu'employeur si vous souhaitez bien évidemment mettre en place ce dispositif. Et on va distinguer les employeurs qui avaient fourni leurs statistiques préalablement à la consultation et ceux qui ne les avaient pas fournis. Donc, pour tous les employeurs qui avaient fourni leurs statistiques préalablement à la consultation, vous êtes éligible à l'accès au contrat tel que proposé aux conditions négociées sur la durée de la convention. Vous pourrez y aller au 1er janvier 2025, 1er janvier 2026, voire plus tard, voire même en cours d'année. En cours d'année, ça sera pondéré bien évidemment par rapport à ce que vous proposez aujourd'hui, puisque de par votre obligation de participation, soit vous choisissez un contrat collectif, une convention, soit la labellisation, il ne serait pas opportun de décider de basculer au 1er juillet, par exemple, sur une convention de participation si vous étiez sur le système de la labellisation, puisque vos agents ne pourraient pas se désengager de leur contrat labellisé avant la fin de l'année. Donc, ce sera possible d'adhérer en cours d'année, mais en fonction du contexte PSC, si je puis dire, prévoyance de votre établissement, toujours dans l'intérêt de vos agents. Donc, les démarches préalables, ça va être la saisine du CST ou de votre CST, puis une délibération à la convention, avec la complétude également d'un bulletin d'adhésion employeur en ligne dans votre espace employeur Alternative Courtage que je vais vous présenter juste après. Une fois que vous complétez ce bulletin, le centre de gestion est informé
Nous, on est en charge donc de faire l'enregistrement de votre souhait d'adhésion chez l'assureur et donc de créer votre bulletin d'adhésion agent spécifique à votre établissement avec votre propre numéro de contrat pour ce qu'on appelle mettre à disposition dans votre espace employeur le pack d'informations à destination des employeurs et le pack de documentation à destination des agents, dont les documents pour adhérer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez avoir accès aux outils dédiés pour organiser l'information de vos agents. Notre objectif en tant que courtier est de vous accompagner au mieux pour diffuser l'information auprès de vos agents. Donc, en fonction du calendrier, on en a bien conscience qui est très contraint. On est déjà à mi-octobre pour un contrat pouvant être mis en place au 1er janvier. En fonction des impératifs de service, on va mettre plusieurs outils à disposition. Vous allez avoir accès à un planning de visioconférence auquel vos agents pourront participer librement. C'est animé par un conseiller, ce n'est pas une vidéo. Il y aura des vidéos également, puisqu'il y aura aussi une possibilité de planifier des réunions. Les collectivités de plus de 50 agents auront accès dans cet outil au planning des conseillers qui interviendront dans votre territoire pour planifier une réunion d'information pour vos agents. Notre mission en tant que courtier, c'est de vous donner le maximum d'outils, parce que de par expérience, on accompagne plusieurs centres de gestion. Quand on fait des réunions, on voit à peu près 30% des agents. Et donc, si on voit 30% des agents, ce n'est pas suffisant. Nous, notre mission, c'est de vous donner tous les outils pour que vous soyez armés et pouvoir diffuser l'information à tous vos agents. Ce n'est pas faire de la réunion pour faire de la réunion, puisque les 70 autres pourcents, naturellement, ils vont revenir vers vous pour avoir de l'information. Donc, la prise d'effet, donc plutôt le 1er janvier 2025, puis en cours d'année, le 1er du mois, et en fonction, ça peut être que le 1er janvier suivant, en fonction de ce qui se passe dans votre collectivité. Pour les collectivités qui n'avaient pas transmis leurs statistiques préalablement à la consultation, l'accès ne vous est pas fermé, mais on doit vérifier, puisqu'on est dans le cadre d'un contrat collectif, que la situation de sinistralité de votre établissement est conforme à la sinistralité globale de l'ensemble des collectivités qui ont répondu lors de la phase de consultation du centre de gestion. Donc, j'en suis désolé, mais vous allez devoir compléter le fameux fichier Excel avec plusieurs années de sinistralité pour que l'assureur puisse contrôler que votre absentéisme est bien dans l'ensemble collectif et que ce dernier puisse vous accorder un accès à la convention ou potentiellement un refus si vous aviez une sinistralité fortement dégradée qui pourrait mettre en péril l'équilibre technique de la convention, puisqu'on est sur un contrat d'une durée de 6 ans, sur lequel l'assureur s'est engagé à maintenir les taux pendant 2 ans, sur lequel un encadrement tarifaire est plafonné. Donc, on ne peut pas laisser rentrer sans s'assurer que les collectivités qui n'avaient pas répondu rentrent dans l'ensemble collectif de la sinistralité. Et une fois que vous aurez la position de l'assureur, si la position est positive, qui devrait être quand même la majorité des cas, parce qu'on a quand même beaucoup d'employeurs qui ont répondu favorablement, et donc de ce fait, on imagine qu'on a quand même une belle photographie de la sinistralité du territoire, et je ne pense pas qu'il y ait de raison que vous ne vous insériez pas dans cette sinistralité. Vous aurez juste après ce qu'on a détaillé sur la diapositive précédente, saisir votre CST, délibérer et compléter votre bulletin d'adhésion, et ainsi de suite pour planifier l'information de vos agents. L'adhésion employeur, comment elle va se passer? Donc, vous allez recevoir prochainement un lien à l'adresse mail qui nous a été transmise par le centre de gestion, qui est l'adresse mail de contact de votre collectivité, pour ouvrir votre accès à ce qu'on appelle l'espace employeur alternatif courtage. Cet espace employeur, il va vous suivre sur toute la durée de la convention. C'est votre référence pour l'adhésion sur le contrat et le suivi de votre contrat. Vous allez recevoir un lien pour créer votre compte et après, vous aurez possibilité de rajouter plusieurs gestionnaires, autant de gestionnaires que vous le souhaitez, puisqu'on est bien conscient que ce n'est pas forcément le pilotage du contrat ne repose pas que sur une seule personne dans votre collectivité, tout dépend de la dimension. Et donc, l'outil ne doit pas être une contrainte pour vous, mais un vrai outil. Vous allez compléter donc vos formulaires d'adhésion en ajoutant l'effectif et la date d'effet souhaitée.
Comme on est conscient du calendrier quand même très contraint, l'idée c'est que ce soit un outil et pas une contrainte. On vous autorise à adhérer de manière provisoire dans l'attente de la délibération. On est déjà mi-octobre. Il n'y aura peut-être pas de conseil municipal en fonction de votre établissement ou de conseil d'administration ou autre avant la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est de ne pas attendre la délibération de votre autorité délibérante pour enclencher les démarches d'adhésion et d'information des agents. Dès lors que vous avez un avis positif de votre CST et que la démarche est bien enclenchée au niveau de votre établissement pour mettre en place la convention, vous pouvez adhérer en cochant une adhésion de manière provisoire et en nous indiquant une date de délibération. Cette date de délibération doit être impérativement avant le 1er janvier 2025, qui est la date d'effet du contrat. Et ultérieurement, une fois qu'il y aura une délibération, vous devrez nous transmettre une copie de cette délibération pour que le contrat puisse bien se mettre en place au 1er janvier 2025. L'adhésion, bien sûr, elle est facultative. On vous pose quelques questions parce que l'idée, c'est aussi de nous faciliter l'accompagnement de vos agents. Parce qu'en fait, chaque collectivité n'applique pas forcément les mêmes règles dans la protection du régime indemnitaire. Donc, on vous pose quelques questions. Est-ce que le régime indemnitaire est en place? Oui ou non? Si la réponse est oui, on vous demande s'il suit le sort du traitement ou pas. Et on vous demande quelles sont les délibérations. Alors, vous pouvez en mettre 1, 2, 3 ou 4, autant que vous le souhaitez, pour que du coup, on puisse avoir ces informations et que nos conseillers, quand on va répondre à l'appel de vos agents, puissent répondre ce qui se passe réellement dans votre collectivité et pas le droit classique statutaire. Et on vous demandera également quelle est la participation financière que vous souhaitez allouer par agent et par mois, donc ce dispositif-là. La gestion des cotisations, alors là, c'est un format démo, vous n'aurez pas le choix, hein, c'est bien la première case, c'est du précompte sur salaire de mes agents, parce que dans votre dispositif, c'est comme ça que c'était négocié. Après validation, vous allez recevoir donc dans votre espace, après validation de votre adhésion par l'assureur, vous recevez les documents d'information qui composent le pack employeur et le pack agent. Et vous avez accès après aux outils d'information des agents tels que je l'ai expliqué précédemment. Est-ce qu'il y a des questions peut-être Justement, pour expliquer. Il y a pas... Ils peuvent remplir les bulletins d'adhésion individuelle avant le passage en CST, mais de toute façon, comme il y a le passage en CST plus délibération, ça ouvre après l'espace pour la collectivité. Et c'est là qu'en fait, Tout à fait. L'adhésion peut se faire en ligne, mais à la condition de retrouver son employeur. Exactement. Voilà. Tout à fait. On arrive sur les modalités d'accès au contrat, puisque c'est une question qui avait été posée tout à l'heure. Oui. Est-ce que la possibilité d'adhérer de façon provisoire concerne aussi la commune qui a répondu aux questions des sinistres, c'est-à-dire au recueil de statistiques? Oui, tout à fait, oui. Voilà. De toute façon, seules les collectivités qui auront répondu à la collectivité ou qui auront été analysées par l'assureur auront accès à cet espace employeur. Ceux qui n'ont pas transmis leurs statistiques aujourd'hui n'ont pas accès à cet espace employeur. Il leur sera ouvert uniquement quand il y aura un feu vert, si je puis dire, de l'assureur après analyse du fichier de sinistralité. Alors pour les personnes nouvellement en place dans leur poste, s'ils ne savent pas si le recueil de données a été complété ou pas, je vous invite à nous envoyer un courriel à assurance@cdg63.fr pour que je vérifie si c'est le cas. Je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite en réel, j'ai que 10 doigts. Bonjour, la commune participe déjà à hauteur de 6 € par mois. Avis du CST, ok. Faut-il repasser à 7 € par mois et repasser au CST? Oui. C'est réglementé. Voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, vous adhérez à la convention de participation du centre de gestion ou pas, dans l'absolu, il faut passer en CST, hein, pour la simple et bonne raison que il faut délibérer sur le taux, le niveau de participation qui est minimum de 7 €. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va vous restaurer de la visibilité, puisque c'est des questions que vous allez vous poser ou que vos agents vont vous poser. Quelles sont les modalités qui incombent aux agents pour rejoindre le contrat collectif et quelles sont les modalités d'accès au contrat? Donc, sur la diapositive qu'on vous partage là actuellement, c'est les démarches au préalable
qui incombe soit à l'employeur, soit aux agents, pour se désengager de son contrat de prévoyance actuel, si bien évidemment les agents souhaitent rejoindre le contrat collectif et si bien évidemment vous rejoignez cette convention. Puisque en prévoyance par rapport à la santé, vous ne pouvez pas vous désengager de votre contrat de prévoyance n'importe quand après 12 mois d'ancienneté. En prévoyance, on se désengage de son contrat de prévoyance uniquement à l'échéance annuelle et avec respect d'un préavis qui est généralement de 2 mois. Donc, pour tous les agents qui auront souscrit un contrat individuel auprès d'une mutuelle, c'est le code de la mutualité qui s'applique. L'échéance annuelle est au 31 décembre et le préavis est de 2 mois. Donc, les agents qui souhaitent quitter leur contrat individuel doivent dénoncer leur contrat avant le 31 octobre pour être libres de tout engagement au 1er janvier 2025. Si l'employeur a un contrat collectif aujourd'hui, que ce soit un contrat collectif avec là, le souscripteur du contrat, c'est bien l'employeur. Donc, c'est à l'employeur de dénoncer le contrat pour que ce contrat cesse au 31 décembre. Et de ce fait, les agents n'ont pas à faire une démarche de résiliation individuelle, puisque si le souscripteur se désengage du contrat, le contrat de fait tombe pour toutes les personnes qui sont rattachées au 31 décembre. Un point complémentaire, la résiliation du contrat de prévoyance, qu'il soit individuel ou collectif, ne désengage pas l'assureur tenant du contrat de poursuivre l'indemnisation des agents en arrêt, y compris après l'expiration du contrat. En prévoyance, un assureur qui a commencé à indemniser une pathologie est redevable de l'indemnisation de cette pathologie jusqu'à reprise d'activité normale de service de l'agent ou jusqu'à épuisement des droits statutaires ou des garanties du contrat. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête parce que des fois, on le matérialise pas beaucoup, on a du mal à comprendre que l'assureur va continuer à indemniser alors que je paye plus de cotisations. Je vais petit aparté parce que j'ai quand même beaucoup de questions sur les agents qui sont multi-employeurs. Oui. Alors, il y a 2 cas de figure. Souvent, il est remarqué dans la pratique que les agents multi-employeurs, ils ont un contrat par employeur. Quand ils ont un contrat par employeur, on est sur, pour les employeurs, c'est simple, puisqu'on est sur le montant minimum, etc., etc. Par contre, si la cotisation, si la quotité de travail fait que, parce que j'ai répondu beaucoup sur le chat sur le fait que ce n'était pas proratisable, les 7 €, c'est peu importe la quotité de travail de l'agent. Si le montant de la cotisation de l'agent est inférieur à 7 €, vous devez prévoir dans votre délibération que vous allez participer à 100% de sa cotisation, puisque le plafond de participation, c'est le montant de la cotisation. L'agent ne peut pas en fait avoir plus que ce qu'il cotise. Voilà. Et si l'agent a un seul contrat sur lequel il va, qui rayonne en fait sur les multi-employeurs, il faudra que les employeurs s'organisent entre eux pour que ça ne dépasse pas le montant de sa cotisation sur le total. Voilà. Tout à fait. Mais là, dans le cas du contrat collectif, il faudra que l'agent fasse le point aussi, parce que pour en revenir sur les multi-employeurs, c'est fort probable qu'il y ait un employeur qui rejoigne peut-être la convention et d'autres qui n'y aillent pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en prévoyance, on adhère pour protéger son salaire. Donc, je devrais adhérer au dispositif collectif de l'employeur qui le met en place si je souhaite percevoir la participation financière de mon employeur qui met en place cette convention. Et après, je devrais faire le point avec mes autres employeurs et me conformer à ce qui sera en place auprès de mes autres employeurs, si c'est la labellisation, pour percevoir la participation également. Puisque du coup, l'adhésion de l'agent protège bien uniquement la rémunération de son salaire auprès de son employeur et pas de tous ses employeurs. Par rapport aux modalités de résiliation du contrat collectif ou individuel, l'agent, une fois qu'il a fait ces démarches-là, n'a plus qu'à adhérer. Donc l'adhésion sera possible par l'intermédiaire d'un bulletin papier qui sera possible de compléter et de retourner par la poste, de scanner et de renvoyer par mail, où il y aura même un lien d'accès en ligne directement, ce qui permet de s'affranchir de tous les délais postaux et de tout le côté environnemental, tout le papier. Mais les deux fonctionnent très bien.
chacun fait en fonction de son appétence à la technologie. Et l'adhésion en ligne est aussi valable puisqu'il y a une signature électronique avec un code par un partenaire de confiance qui vient authentifier la signature de l'adhésion en ligne comme authentique. Pour vous restaurer de la visibilité sur les modalités d'accès du contrat, pour répondre à une question dans les premières questions, est-ce qu'il y a une carence? Alors, ce contrat, tel qu'il a été négocié, déjà, il n'y a pas de questionnaire médical. Et à partir du moment où il est mis en place dans l'établissement, les agents ont un délai de réflexion donc de 12 mois pour émettre leur intention d'adhésion avant de subir une carence ou un délai de stage. Ça marche un peu dans le contraire de ce qu'on observe sur les contrats individuels, ou sur le contrat individuel, souvent, quand c'est le délai de stage, on vous fait cotiser pendant 6 mois ou 12 mois avant d'avoir droit aux garanties. Ben là, ça marche dans l'autre sens. À partir du moment où le contrat est mis en place, les agents ont 12 mois pour se positionner sur j'adhère ou j'adhère pas. Et si je me manifeste au-delà des 12 mois, je subis ce stage de 12 mois. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un stage? Que ce soit 6 ou 12 mois, ici c'est 12 mois, c'est que je vais régler pendant 12 mois mon contrat avant d'avoir droit au bénéfice de mes garanties. Et donc là, c'est quand même très favorable ce qui a été négocié, puisqu'on est même sur une période de réflexion d'1 an. Donc c'est ce qui permet quand même d'ouvrir le contrat au plus grand nombre. Et donc du coup, il faut bien avoir en tête que la conséquence de si j'attends les 12 mois, après je vais cotiser pendant 12 mois, mais s'il survient une pathologie pendant 5 mois, elle ne sera pas prise en charge par le nouvel assureur, puisque si la date de survenance est dans le stage, cette pathologie ne sera jamais prise en charge. Donc c'est très favorable parce qu'on ouvre ce délai pendant 12 mois, mais par contre, il ne faut quand même pas passer, puisque après, ce n'est pas sans conséquence si j'adhère pendant la période de stage, si malheureusement une pathologie survient. Donc, je suis à l'effectif au 1er janvier 2025. Voici les modalités de ce qui peut se passer. Au 1er janvier 2025, je suis en activité normale de service en tant qu'agent ou en temps partiel thérapeutique. Première situation, j'ai fait parvenir mon bulletin d'adhésion en 2024 ou avant le 31 décembre 2025, puisque j'ai 12 mois pour adhérer. Toutes les garanties souscrites à l'adhésion seront effectives à la date indiquée sur le bulletin d'adhésion. Je ne subis aucun délai de stage. Par contre, si j'ai fait parvenir mon bulletin d'adhésion au-delà des 12 mois, pour toute nouvelle maladie, l'adhésion prendra effet 12 mois après la date indiquée sur le bulletin d'adhésion. Dans cette situation-là, je subis le délai de stage de 12 mois. Si, malheureusement, je suis en arrêt de travail à la date d'effet indiquée de mon bulletin d'adhésion, si j'ai fait parvenir mon bulletin avant la prise d'effet du contrat ou dans les 12 mois suivants, si j'étais déjà assuré pour des garanties identiques, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de garantie identique? C'est-à-dire que l'agent avait un contrat individuel qui le protégeait à minima contre l'incapacité et l'invalidité, qui sont les deux garanties qui sont imposées dans le socle de garantie commune. Si l'agent a des garanties identiques, son adhésion commence tout de suite, même s'il est en arrêt de travail, pour que le nouvel assureur puisse intervenir dans la continuité de sa pathologie actuelle et indemniser les conséquences de la nouvelle pathologie. J'illustre avec un exemple. J'ai adhéré courant novembre pour une prise d'effet au 1er janvier 2025. Malheureusement, fin novembre, début décembre, j'ai une pathologie ou un problème assez lourd, un problème de dos, ou, bref, qui m'impose un arrêt de travail, et il est prévu que je sois arrêté jusqu'au 15 mars 2025. Mon adhésion commencera donc au 1er janvier 2025 chez Territorial Mutuel, et je serai couvert tout de suite si, imaginons, le 16 mars, malheureusement, je ne reprends pas, puisque finalement, je vais reprendre, mais j'ai le Covid, et donc je suis arrêté pour Covid en demi-traitement. Territorial Mutuel interviendrait dès le 16 mars, sans reprise d'activité, pour indemniser cette nouvelle pathologie dans la continuité de ma pathologie actuelle et de mon contrat précédent d'assurance. Et là, bien évidemment, comme j'ai adhéré avant le 1er janvier ou avant le 31 décembre, je ne subis pas de délai de stage. Si malheureusement je n'étais pas assuré ou je n'avais pas de garantie identique, mon adhésion chez le nouvel assureur commencera uniquement après une reprise d'activité normale de service de 30 jours. Je ne serai pas couvert tout de suite dans la continuité. Je dois retravailler 30 jours et je
serai adhérent au 1er du mois suivant. Et dans ce cas-là, je ne subirai pas en plus le délai de stage puisque j'ai adhéré dans les 12 mois suivant la mise en place. Cas extrême, je suis en arrêt de travail et j'ai envoyé mon bulletin d'adhésion après les 12 mois de mise en place du contrat dans ma collectivité, eh bien, je vais subir ce délai de stage de 12 mois. Une notion sur les garanties équivalentes que je n'ai pas détaillée. Par garantie équivalente, on regarde juste la nature des garanties, peu importe les niveaux d'indemnisation. C'est bien garantie, incapacité, invalidité dans mon contrat individuel, égale équivalence de garantie avec le contrat proposé, même si les niveaux d'indemnisation de mon contrat individuel étaient inférieurs au contrat collectif. C'est la nature qui compte et pas les niveaux d'indemnisation. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette partie-là? Parce que généralement... Il y a beaucoup de questions sur un agent qui va basculer à demi-traitement le 21 décembre 2024. Est-ce qu'il garde son contrat ou pas? Voilà, c'est ça aussi les questions surtout. Alors, la prise en charge, est-ce qu'il peut adhérer au contrat collectif? Est-ce qu'il n'y a pas perdre son indemnisation? Et certains m'expliquaient qu'il y a d'autres organismes qui ont écrit un courrier pour dire que si le contrat est résilié là, il n'y a plus d'indemnisation. Alors, c'est absolument faux, parce qu'il y a un organisme principal, la MNT, qui joue ce point-là. Hein, je vais être très clair, hein, c'est ce qu'on observe sur tous les territoires. Et aujourd'hui, il n'y a rien juridiquement qui les dédouane d'indemnisation, et il y a même des jurisprudences qui les y obligent. Donc, je vous confirme qu'il faut vérifier les points de détail des notices des contrats et demander un écrit de leur position de non-indemnisation. Et bien souvent, il n'y a pas d'écrit de cette position de non-indemnisation, puisque en prévoyance, un assureur est redevable de l'indemnisation d'une pathologie. C'est bien la survenance de la pathologie qui fait qu'il doit poursuivre l'indemnisation. Donc ça, après, on pourra répondre, puisqu'il va y avoir peut-être des cas plus individuels. On se tiendra à votre disposition, on vous donnera notre numéro de téléphone en tant que courtier à votre disposition en tant qu'employeur pour vous accompagner, pour aller chercher les petits détails dans les lignes des contrats collectifs ou des contrats individuels qui permettent de confirmer que non, il n'y a pas... il me semble que sur les contrats individuels MNT, c'est l'article 14. Voilà, les contrats individuels. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce point-là? Que c'est un sujet vaste, hein, donc j'imagine qu'il y en a. C'est sur les montants de participation. Je réponds. Oui, ça, oui. Voilà. Certains agents de la collectivité ont actuellement un contrat labellisé plus avantageux que celui proposé. Alors, ça oui, un détail important aussi sur la labellisation, si la collectivité adhère à ce contrat collectif, les agents gardent leur contrat individuel, pourront-ils bénéficier? Non, en fait, ça a déjà été répondu précédemment. Au 1er janvier 2025, l'employeur territorial, d'après le décret 2022-581, a un choix à faire. Soit il participe dans le cadre des contrats labellisés, soit dans le cadre d'une convention de participation mise en concurrence, tel que le dispositif proposé par votre centre de gestion. Et avec ce choix, vous y rattachez votre participation avec un minimum de 7 € brut par mois par agent, soit la labellisation, soit une convention de participation, mais pas les deux. Réglementairement, vous ne pouvez pas abonder deux dispositifs de front, c'est soit l'un, soit l'autre. Un point de détail sur la labellisation, parce qu'aujourd'hui, vous exposez un contrat labellisé plus avantageux. C'est possible, mais point de vigilance. Le décret 2022-581 impose que les contrats labellisables, donc finançables par l'employeur territorial au 1er janvier 2025, doivent protéger les agents à minima contre les garanties incapacité et invalidité. Ce n'est pas au choix. Avec protection des primes, ce n'est pas au choix. Et l'invalidité doit être protégée sous forme de rente et pas de capital. Aujourd'hui, beaucoup de contrats labellisés ne répondent pas à ces minimums et donc, de ce fait, ne seront plus labellisés au 1er janvier 2025. Donc, pour vraiment comparer, je vous invite à comparer avec des contrats labellisés, avec ces minimums de garantie qui sont ceux du contrat collectif proposé par le centre de gestion, puisque vous doutez bien que le centre de gestion ne peut pas vous proposer un contrat qui ne colle pas au minimum réglementaire attendu pour le 1er janvier 2025. Les 7 €, oui, c'est bon. Donc, du coup, est-ce que
Voilà. On fait un petit tour des questions pour essayer de compléter le plus. D'informations aux agents. Alors, oui, il y aura bien des réunions d'information pour les agents, mais plus après le printemps, je pense qu'il faut qu'on cale ça, puisque là, on a un délai très court. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit très opérant là, puisqu'on a un délai de résiliation pour les contrats individuels labellisés. C'est jusqu'au 31 octobre de chaque année. Donc, plutôt faire ça sur, voilà, après le printemps pour que les gens aient le temps en fait, de pouvoir comparer. Et, on pourra faire en visio, je pense, avant, mais oui, sur le terrain, je vous rejoins. Oui. On va se mettre en ordre de marche. L'idée est de vous accompagner au mieux, mais vous aurez un planning de visio à destination des agents qui permettra un premier niveau d'information et qu'on puisse vous accompagner au mieux. Parce que là, j'entends bien que maintenant, les agents vont s'adresser à vous et vous pourrez nous solliciter pour faire de la formation. Et là, vu le calendrier, le plus opérant, ça va être le distanciel en visioconférence pour toucher le plus grand nombre et pour s'adapter aux impératifs de tous les services. Hein, parce que on se doute bien que vous n'allez pas arrêter tous les services pour une réunion d'information. Voilà, vous avez la continuité de service à assurer. Donc, la visioconférence permet de pallier et il y aura un planning de visioconférence qui va vous être communiqué dans votre espace employeur dès que vous aurez formalisé votre adhésion provisoire pour pouvoir faire participer vos agents, soit vous les regroupez dans une salle et vous vous connectez en distanciel comme on est en train de le faire aujourd'hui, et ça s'adresse à l'ensemble de vos agents et d'autres agents du territoire, soit les agents se connectent sur leur temps personnel ou sur leur poste de travail, s'ils sont équipés informatiquement, pour suivre la visioconférence à l'horaire prévu. Ce sera un vrai conseiller qui animera et pourra répondre aux questions. Alors, l'option minoration intervient bien à compter. Alors, c'est dès que je bascule à l'âge légal de ma retraite vieillesse. Donc, ça sera fonction de mon âge. Vous l'avez bien compris, puisque là, on est en pleine période. Ça va dépendre de ma carrière. Donc, oui, ça sera bien dès que j'arrive à l'âge de jouissance de ma retraite vieillesse. Ça, j'en sais l'idée. Après plein traitement, la prévoyance couvre-t-elle la perte de l'IFSE? Oui, c'est ce qu'on a dit Oui. tout à l'heure. Oui, les agents qui résilient leur prévoyance, donc c'est au 31 octobre, c'est les 2 mois de résiliation, mais ils ont bien leur prévoyance, leur contrat actuel jusqu'au 31 décembre. Tout à fait. La deuxième option n'est pas que pour Tout à fait. Non, c'est pour tout le monde. La deuxième option, Oui. la minoration perte de retraite. L'option numéro 2, c'est la garantie décès. Ah, alors oui, pour moi, je ne l'identifie pas comme une option, elle fait partie du pacte de base. Donc, la deuxième option, oui, le décès, pardon, c'est pour tout le monde. Voilà. Excusez-moi. La minoration, c'est la première option. Excusez-moi. Les garanties IJ et invalidité sont versées jusqu'à quel âge? En fait, ça va être les IJ, et alors, ça c'est différent, puisque les IJ, c'est en cas d'incapacité, donc ce n'est pas l'invalidité. Donc, la durée d'indemnisation maximale en cas d'incapacité, c'est 1095 jours, qui permet de couvrir potentiellement les 3 ans de demi-traitement possible d'une CMO requalifiée en CLM pouvant être requalifiée en CLD. Donc ça, c'est les IJ. Et l'invalidité, l'assureur intervient dès lors que je suis reconnu en invalidité et pris en charge par mon organisme de rattachement, jusqu'à ce que j'arrive à l'âge légal de ma retraite vieillesse. Quelle que soit cette situation, le risque prévoyance, l'assureur intervient dès lors que je suis pris en charge, que le contrat soit toujours en cours ou que la convention soit arrivée à son terme. Je suis pris en charge par l'assureur à hauteur de mes garanties et que le contrat soit toujours en cours ou pas. Cette réponse-là. Oui, elle n'est pas proratisée. Il y avait des questions sur 38. Merci de quel âge? Les taux de cotisation, effectivement, c'est l'intérêt d'un contrat collectif, c'est pour tout le monde. À contrario de la labellisation, où c'est en fonction de votre âge, donc plus vous êtes expérimenté, plus vous avez le plaisir de payer, ou plus vous êtes malade, plus c'est cher. Là, c'est quel que soit votre âge, et à contrario de certains contrats labellisés, un agent aujourd'hui qui a 58 ans
est le bienvenu sur le contrat, ce qui n'est pas le cas des contrats labellisés. Dans certains cas, ils ont un refus d'accès au contrat de prévoyance. Merci de définir la notion de 90% du net garanti. Que comprend-il? Comment est-il calculé? Y a-t-il des cotisations sur les IJ? Alors, l'indemnisation, en fait, l'assureur intervient en complément du demi-traitement et complète par indemnité journalière pour retrouver jusqu'à 90% du traitement indiciaire net, de la NBI net et du RI net, donc 40% pour la CMO ou 90% du régime indemnitaire net, de l'IFSE net en cas de CLM, CLD. Tout ce qui est versé par l'assureur est versé net sur le compte bancaire de l'agent et non soumis à cotisation. Ça ne passe pas, l'indemnisation ne passe pas par l'intermédiaire du bulletin de salaire et n'est pas réintégrée dans le chargement ou dans les impôts sur le revenu. Oui, alors, et les employeurs? Nous employons principalement des salariés de droit privé. Le contrat doit être à adhésion obligatoire pour nos salariés de droit privé. Le contrat proposé par le centre de gestion peut-il être à adhésion obligatoire? Alors, non, le contrat n'est pas à adhésion obligatoire. Donc, on verra pour votre situation, parce que là, on est bien sur un contrat qui vient protéger tous les statuts des agents de la fonction publique territoriale, mais il n'est pas affiliation obligatoire. Donc, dans le montage de votre établissement, vous avez peut-être aussi des agents où on est sur le caractère facultatif et d'autres où c'est le caractère obligatoire, mais on reviendra vers vous sur ce point spécifique. Maximale d'augmentation des taux. Alors là, les pas en fait. 120%. Vous avez le ratio de sinistralité en fait qui est calculé. Mais le taux de cotisation, le taux d'indexation maximale, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est 15%. Il me semble que c'est ça, mais 15%. On va vérifier tout de suite. On vous confirme le montant d'indexation maximale. Ça fait 15 de 30. C'est 15, oui, c'est 15, oui, c'est sûr. Alors, comme il avait été expliqué, si la collectivité n'adhère pas au 1er janvier 2025, est-ce qu'elle a une date limite pour adhérer plus tard? Comme il était proposé sur les diapositives précédentes, si vous avez bien complété le recueil de données statistiques, vous pouvez rentrer dans le contrat quand vous le souhaitez. Et si ce n'est pas le cas, il faudra d'abord remplir ce recueil de données dont le lien est disponible sur le site internet au menu qualité de vie au travail, rubrique protection sociale complémentaire. Vous pourrez remplir ces formes de questionnaire qui se transforment en fichier Excel. Nous le transmettons à l'assureur qui validera ou non votre entrée dans le contrat en fonction de votre sinistralité. Le taux maximum d'augmentation, c'est bien 15%. Voilà. Voilà. On l'a expliqué. Oui. Quel que soit le temps de travail, oui. Est-ce que les apprentis? Oui. Oui. C'est oui. Les civils également. Contrat de droit privé. Oui, aussi. Oui, oui. Est-ce que le contrat du centre de gestion soit effectif au premier les contrats? Alors oui, le contrat est bien effectif au 1er janvier 2025. Oui. On est sûr de ça. Oui, oui, ça c'est certain. Oui. Le contractuel en intérim, oui, donc qui est dont l'employeur est le centre de gestion et on vous le met, on met cette personne à disposition. Oui, il pourra adhérer. Pas mal de questions sur le 4. La notion de salaire net garantie à 90%. On va remettre la slide avec le montant. Avec prévoyance, sans prévoyance, peut-être que voilà, ça permet de voir. L'indemnisation, voilà. On est parti sur un cas, en fait, d'un agent où l'intervention à hauteur de 90% permet à l'agent de retrouver donc 623 € versés par l'assureur. Donc, ces 623, c'est un complément versé par l'assureur net sur le compte bancaire de l'agent et qui correspond au delta entre le demi-traitement que vous avez versé et pour atteindre 90% du traitement indiciaire net de la NBI net et
40% du RI net en CMO ou jusqu'à 90, mais là on est sur de la CMO, donc c'est bien ce niveau d'indemnisation qui est prévu. On va peut-être continuer l'essai de revenir Oui. à ce qu'on posait. Pierre, on a- J'essaye de. Voilà, les questions Voilà. globales peut-être. Oui. Ouais. Alors, mais on était plus loin, on était presque. Là, on l'avait fait. Voilà, donc ici, on vous a partagé un modèle de bulletin d'adhésion, juste pour vous restaurer de la visibilité. Donc en fait, votre bulletin spécifique sera à votre disposition dans votre espace employeur, dans la rubrique Pack Agent, une fois que vous aurez formulé votre intention d'adhésion à minima provisoire. Vous retrouvez ce formalisme-là. Et vous verrez, là, on est sur un format spécimen parce qu'en fait, dans le haut de votre bulletin de salaire, il y aura votre propre numéro de contrat. Le souscripteur, donc ça sera le CDG 63. L'employeur, ça sera votre raison sociale. Et donc, il y aura la date d'effet de votre prise d'effet à l'adhésion, donc 1er janvier 2025 pour ceux qui iront au 1er janvier 2025. Et après, vous aurez ces bulletins seront à diffuser à vos agents. Sur la face avant, c'est toute la partie information. Et au dos, ce sera les options que les agents pourront, les options de base qui sont précochées, qui ne sont pas au choix, et les options que les agents pourront ajouter individuellement. Et ce formulaire peut être retourné par courrier, par mail, ou je peux adhérer directement en ligne sur un lien d'adhésion qui vous sera communiqué sur les plaquettes pédagogiques qui accompagneront le pack agent une fois que vous aurez formulé votre adhésion à minima provisoire au dispositif. On a fait le tour de la présentation. Je vais vous laisser nos coordonnées dédiées à l'employeur. Prenez-en note parce qu'il y a des questions, on va répondre, on va balayer toutes les questions, mais après, il y a peut-être des questions plus spécifiques qui nécessitent qu'on se rapproche de vous ou que vous nous partagiez des éléments plus concrets sur votre situation pour qu'on vous apporte le bon conseil, parce qu'il peut y avoir autant de contrats avec des modalités qu'il existe autant d'assureurs. Donc, le point de contact qui vous est dédié en tant qu'employeur à notre cabinet, par mail, c'est viducontrat@alternative-courtage.fr et le téléphone, c'est le 09 72 22 57 81. C'est un numéro non surtaxé. On est courtier, ce n'est pas une multinationale, il n'y a pas de taper 1, 2, 3 et de la musique. Vous appelez, si on est en ligne, il y a une boîte vocale. Vous laissez un message vocal en nous disant qui vous êtes. 100% des personnes qui ont laissé un message sont recontactées, puisqu'on est là pour vous accompagner. Si on doit prendre 30 minutes au téléphone pour répondre à des questions ou vous accompagner dans la compréhension ou dénouer une situation un peu complexe, on prend 30 minutes. On n'est pas chronométré à l'appel téléphonique. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Et pour tout ce qui va être de l'analyse de pièces, ou s'il y a besoin de détails, il faut nous envoyer les pièces par email. On ne peut pas vous apporter un avis éclairé sur une situation d'un contrat sans avoir le contrat sous les yeux. Vos agents auront un point de contact qui leur sera dédié. Ça vous sera communiqué ultérieurement, puisque pour le moment, ces points de contact vous sont dédiés en tant qu'employeur. Une fois que vous aurez fait l'adhésion en tant qu'employeur, vos agents auront un point de contact, une adresse mail et un numéro de téléphone qui leur seront dédiés pour répondre à leurs questions, même leur faire des simulations par rapport à leur bulletin de salaire. Donc, on fait peut-être un tour des questions. Vous avez des compléments Alors, ils voulaient les coordonnées de l'assureur territorial. Alors, ah oui, mais c'était pour la mutuelle santé. Donc là, on est sur la prévoyance. La mutuelle santé, c'est le prochain menu en fait qui vous attend juste après. Donc voilà, à partir de quand pour les agences un numéro? Eh bien, dès que vous aurez fait une adhésion provisoire, vous pourrez avoir la plaquette pédagogique. On pourra vous les diffuser également. Je vous les transmettrai pour que vous puissiez les ajouter sur l'intranet du centre ou le site internet du centre de gestion. Comme ça, au moins, je pense que d'ailleurs, c'est déjà peut-être en ligne. Oui. Oui, donc voilà. Donc c'est déjà en ligne sur le site internet du centre de gestion.
Oui, je pense que j'ai peut-être oublié des choses, mais il y a des choses comme il y a déjà eu des réponses précédemment, en fait, où les réponses sont dans le diaporama. Après, effectivement, il est peut-être un peu passé vite. Et je m'en excuse, mais c'est vrai que c'est très, très dense, la prévoyance, c'est un peu technique. Donc, effectivement, le diaporama permettra peut-être de répondre à l'ensemble de vos questions en y revenant plusieurs fois. N'hésitez pas à envoyer des courriels ou de téléphoner si vous avez des points des questionnements où vous n'avez pas trouvé de réponse. Il n'y a pas de problème. Alors, Parce que la collectivité pour est-ce que la collectivité... Alors, pouvez-vous redonner le mail? Je m'en rappelle. Alors, le courriel du centre de gestion, c'est assurance au pluriel @cdg63.fr. Et le courriel de l'équipe d'Alternative Courtage, il vous est présenté là tout de suite, vide du contrat, @alternative-courtage.fr. On a des questions intéressantes qu'on peut peut-être des compléments. Je vais juste répondre à une question. Allez-y. On me demande est-ce que le centre de gestion va adhérer pour ses agents? La réponse est oui, puisque de toute façon, c'est passé en conseil d'administration. Donc la réponse est oui. Ah, les agents déjà adhérents à Territorial Mutuel pour la prévoyance doivent-ils quand même résilier le contrat avant le 31 octobre? Alors, dans cette situation et uniquement dans cette situation, les agents adhérents à titre individuel chez Territorial Mutuel, nous avons négocié une souplesse. Ces agents-là n'ont pas à résilier leur contrat de prévoyance. Ils devront indiquer sur le bulletin d'adhésion, il y a un encart en haut prévu à cet effet, pour indiquer leur numéro de contrat individuel et il sera fourni un courrier pour formaliser par écrit l'intention de mettre un terme au contrat individuel et de rejoindre le contrat collectif. Et ce courrier sera complété à joindre au bulletin d'adhésion. Donc c'est une souplesse, mais qui marche uniquement pour ceux qui ont un contrat chez Territorial Mutuel. Pour les autres, c'est la résiliation avant le 31 octobre. Je vous ai parlé de la résiliation par courrier recommandé, mais elle peut être faite en ligne aussi. J'ai oublié. Les espaces clients. Oui. Voilà, sur notre espace adhérent ou sur le site institutionnel de votre assureur. Alors, est-ce que l'indemnité compensatrice de CSG est prise en compte dans l'assiette de cotisation? La réponse est oui, et vous pouvez le constater dans le simulateur de cotisation qui est disponible sur le site internet et qu'on vous a fait parvenir par courriel. Il y a des questions sur plutôt qu'un montant de participation. Alors oui, avant effectivement, il y avait eu de la jurisprudence sur les participations en pourcentage. Sauf que avec un accord collectif du 11 juillet 2023 qui propose un pourcentage de cotisation à hauteur de 50% du montant, enfin de participation à hauteur de 50% du montant de la cotisation, ça s'est assoupli. La seule chose que je ne pouvais pas faire, c'est moduler la participation en fonction des catégories A, B, C. Vous pouvez le faire sur des fourchettes d'indices, sur des montants de revenus annuels, ou décider que sur, par exemple, 2,38%, vous participez à hauteur de 1%, en faisant vos calculs, bien sûr, pour rester bien au-dessus du montant minimum. Voilà. Pour quelqu'un qui arrive en cours de route, un nouvel arrivant, pour un nouvel arrivant, je vais laisser. C'est un nouvel arrivant. Les 12 mois, c'est la même règle. Elle s'applique à partir de sa date d'embauche, bien évidemment, et pas à partir de la mise en place du contrat. C'est la même chose pour un collaborateur qui rejoint. J'étais en congé parental, j'étais en disponibilité d'office. À ma date de réintégration, j'ai 12 mois pour rejoindre le contrat sans subir la carence. La participation en pourcentage du temps de travail est-elle possible? Alors, j'ai répondu plusieurs fois sur le chat et effectivement, elle n'a pas mis là, mais non, ce n'est pas proratisable. Donc, la personne à 80%, elle n'a pas 8 € si vous mettez 100% pour un temps plein. Ce n'est pas possible. L'ordonnance de février 2021 ne le précise pas et pour les proratisations, il faut que ce soit précisé. Et donc, un agent qui est à 10,35e, il a le minimum de 7 € à une double condition. À une condition, c'est que son montant de cotisation ne soit pas inférieur. S'il est inférieur, vous lui payez 100% de sa cotisation. Vous ne proposez pas de contrat labellisé à hauteur de 95%. Dans les contrats collectifs, ça se fait très peu. Il a été fait le choix par centre de gestion de ne pas le faire.
On a voulu coller le plus possible à l'accord collectif du 11 juillet 2023 si jamais c'est transposé. Et puis aussi pour des questions de taux de cotisation, puisque forcément on est plus remboursé, donc c'est plus cher. Tout à fait. Le pourcentage dont je parle, ce n'est pas le pourcentage de la quotité de travail de l'agent, c'est le pourcentage de participation de l'employeur. Si on laisse une année de réflexion, que se passe-t-il au 1er janvier 2025 pour les agents qui ont un contrat individuel non labellisé? Auront-ils? Non, en fait, réglementairement, en tant qu'employeur, au 1er janvier 2025, vous ne pouvez participer que sur des contrats labellisés ou que sur un contrat collectif mis en concurrence, tel qu'une convention de participation. Donc, les contrats collectifs sans participation, le gré à gré, on sait qu'il y en a en cours sur lequel on participe. Ça non plus, c'est terminé. Ça n'aurait même jamais dû exister. La participation, elle est versée uniquement dans le cadre d'un contrat labellisé qui obtient une labellisation après contrôle d'un organisme ou dans le cadre d'un contrat collectif mis en concurrence. On ne participe pas sur plusieurs dispositifs de front. Les agents qui n'interviennent pas à cette... Alors, resteront sur l'ordre qu'ils ont déjà. les agents qui n'adhéreront pas à cette offre, mais resteront sur l'offre qu'ils ont déjà, doivent aussi résilier leur contrat. Non. Non, Ils peuvent conserver leur... vraiment un choix. peuvent conserver leur contrat. Bien sûr, ils n'auront pas de participation s'ils en avaient une ou s'il n'y en avait pas, ils n'auront rien de plus. Vous ne répondez pas pour les emplois aidés de droit privé. Si les emplois aidés de droit privé sont couverts par le contrat. Excusez-moi, c'est que les questions sont très très nombreuses. Alors, il se peut que j'en ai raté quelques-unes. Que se passera-t-il si l'accord est transposé en 2025? Eh bien, en fait, déjà, on ne sait pas s'il va être transposé en totalité ou juste des petits morceaux, et que de toute façon, il faut qu'il y ait des passages en assemblée pour modifier certains codes, une législation. Donc aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, on n'est pas dans la mesure, enfin, on ne peut pas lire dans le marque café, on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Et s'il y avait transposition, il y aura un délai de mise en place. Voilà. Voilà, On sera sur un délai peut-être en décalé au 1er janvier 2027, par exemple. Le choix des options est-il définitif ou peut-on les moduler ultérieurement? Non, le choix, il est possible, vous pouvez les moduler. Donc, je peux changer mes options quand je le souhaite sur mon contrat. Il faut que je sois en activité normale de service. Quand je suis en arrêt de travail, je ne peux pas modifier mes garanties. Je dois faire la demande avant le 31 octobre de l'année en cours et la garantie ou les garanties que j'ajoute ou que je retire prennent effet au 1er janvier suivant. Lorsque j'ajoute une garantie, elle subit un stage de 6 mois, c'est-à-dire que je cotise pendant 6 mois sur la nouvelle garantie avant que je puisse en tirer bénéfice pour toute nouvelle pathologie. Lorsque j'enlève une ou des garanties, elle s'arrête au 1er janvier tout de suite, au 1er janvier suivant tout de suite. Il y avait une question aussi qui est passée où il était demandé si la collectivité pouvait quitter la convention en cours de convention. Bien évidemment, c'est une convention qui commence au 1er janvier 2025, qui a une durée réglementaire de 6 ans, mais son échéance annuelle est le 1er janvier tous les ans. Vous, en tant qu'employeur, vous pourrez la quitter en dénonçant votre contrat collectif et ce contrat s'arrêtera au 1er janvier suivant. Et libre à vous après de négocier votre propre convention si vous le souhaitez ou basculer sur la labellisation si vous n'êtes pas content de la convention en cours. Il y avait une question sur les assistantes maternelles. Alors, les assistantes maternelles qui ne sont pas payées sur l'indice peuvent adhérer, oui. Et à ce moment-là, ce sont les éléments de rémunération fixes qui seront couverts. Donc, n'hésitez pas après à nous partager un bulletin de salaire, donc type de votre collectivité, pour qu'on vous dise quels sont les éléments qui seront pris en compte pour qu'on puisse vous accompagner. Alors là, effectivement, aujourd'hui, on est sur une rente qui est versée jusqu'à 50% en l'état actuel, en fonction d'un taux d'invalidité de 50%. Et elle pourra être proratisée en fonction d'un taux d'invalidité inférieur. Mais ce point-là reste à finaliser et on vous précisera dans un temps second ce point-là sur l'invalidité. Est-ce que les disponibilités d'office sont couvertes par le contrat? Ils ne sont pas indiqués dans la plaquette.
Oui. En fait, l'assureur, il intervient toujours en complément, soit de l'employeur, soit de l'organisme de rattachement. Donc, la disponibilité d'office ou les indemnités, vous versez des indemnités de coordination, donc Territorial Mutuel continuera d'indemniser en complément des indemnités de coordination. Par contre, il faut bien avoir en tête que mon compteur d'indemnisation de 1095 jours, il continue d'être utilisé. Et donc, plus il y aura d'indemnités de coordination entre des requalifications, plus il est probable que je ne sois pas indemnisé jusqu'à la fin de ma CLD une fois que les 1095 jours auront été épuisés. Non, en fait, la cotisation, elle ne suit pas le sort du traitement. C'est pour ça que dans la mise en place, vous allez devoir, mais ça vous sera précisé sur des points qui seront faits avec l'assureur dans la présentation de l'espace de gestion, uniquement aux employeurs qui mettent en place le dispositif. Hein. Vous comprenez que là, pour le moment, on n'en est pas encore là. Là, on vous présente le dispositif, on refera des sessions d'information aux employeurs qui mettent en place pour présenter l'outil de gestion. Et donc, vous allez devoir définir une assiette de cotisation dans votre logiciel de paye qui donc fixe le traitement, l'ANBI et l'IFSE mensuel. Et sur ces éléments fixes que s'appliquera les taux de cotisation. Et donc, en cas de demi-traitement, ce n'est pas une demi-cotisation, mais au même titre qu'aujourd'hui, sur les contrats labellisés, quand vous êtes en arrêt de travail, vous n'avez pas des demi-prélèvements sur votre compte bancaire par l'assureur. Pour l'agent, est-ce que l'agent, ça t'a répondu? Je réponds que oui, les 12 mois sans stage démarrent à compter de la prise d'effet du contrat dans la collectivité. Tout à fait. D'où l'importance d'informer pour vous en tant qu'employeur les actifs et les agents en arrêt de travail aussi doivent être notifiés du choix que vous allez faire en tant qu'employeur territorial en termes de prévoyance au 1er janvier 2025 pour que ça ne puisse pas vous être reproché parce qu'ils étaient en arrêt de travail, qu'ils ne sont pas au courant qu'au 1er janvier, vous avez décidé d'aller sur une convention ou de rester sur la labellisation. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont raté l'explication du délai de stage de 12 mois en maladie. Alors, en fait, un agent qui adhère, lorsqu'il est on va revenir peut-être sur la diapositive pour fixer. Je suis allé trop loin, pardon. En fait, les agents, à partir du moment où le contrat est mis en place dans la collectivité, donc partons du principe que vous le mettez en place au 1er janvier 2025, ils ont 12 mois pour envoyer leur intention d'adhésion chez le nouvel assureur, pour ne pas subir cette carence. Donc, c'est-à-dire que là, si on est dans l'exemple du 1er janvier 2025, si j'envoie mon intention d'adhésion avant le 31 décembre 2025, mon adhésion prendra effet à la date souhaitée de mon adhésion sans stage. Tous ceux qui adhéreront au-delà des 12 mois, donc dans le cas des agents présents au 1er janvier 2025, tous ceux qui vont formaliser leur intention d'adhésion au-delà du 31 décembre 2025 subiront un stage de 12 mois, c'est-à-dire qu'ils vont cotiser pendant 12 mois avant d'avoir droit aux garanties qu'ils souscrivent. Dans le cas de l'arrêt de travail, bien évidemment, même si j'ai envoyé mon intention d'adhésion, mon contrat ne commencera pas tout de suite. Tout dépend de ma situation, si j'étais de ma situation précédente par rapport à la prévoyance. Si j'avais une prévoyance précédente avec des garanties équivalentes, donc qui me protégeaient contre l'incapacité, l'invalidité, je suis adhérent tout de suite chez Territorial Mutuel et comme j'ai fait les démarches avant le 31 décembre, je ne subis pas ce stage. Si du coup, je n'avais pas de prévoyance équivalente ou pas de prévoyance, mon adhésion commencera après une reprise d'activité normale de service de 30 jours, sans application du stage. Pour ceux qui sont en arrêt de travail, ils n'ont pas envoyé leur intention d'adhésion avant le 31 décembre, ils subissent le délai de stage de 12 mois à la prise d'effet de leur adhésion. Est-ce que c'est plus précis ? On essaie de suivre les questions, mais il y en a beaucoup. Et pour répondre à une question, sur une foire aux questions, on va y travailler, on essaye de la mettre en ligne sur le site internet le plus rapidement possible. Alors, quelqu'un a dit que c'est une façon déguisée d'imposer une adhésion au 1er janvier 2025. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, puisque en fait, vous avez la possibilité tout à fait de décaler votre entrée dans le contrat.
l'année suivante. Donc, 1er janvier 2025, vous avez l'obligation de statuer sur quel dispositif vous vous positionnez pour la prévoyance. Ça, effectivement, mais ça, on est au courant depuis l'ordonnance de février 2021, où on sait que l'employeur va devoir participer, et ça a été précisé dans le décret 2022, à quelle hauteur et sur quel montant. Donc, ce n'est pas nouveau. Vous devez donc vous positionner sur soit vous allez sur la labellisation, soit la convention. Et si vous sentez que le délai est très contraint, vous pouvez très bien délibérer là en disant, ben voilà, le délai est très contraint, on va sur la labellisation ou on reste sur la labellisation, on se laisse un temps de réflexion et au 1er janvier 2026, en amont, vous redélibérez, vous basculez sur la convention. Vous n'êtes pas contraint, voilà, puisque le contrat vous est ouvert 1er janvier 2025, 1er janvier 2026. On ne vous impose pas une adhésion si ça vous intéresse au 1er janvier 2025. Alors, je réponds de nouveau. Si la collectivité adhère au 1er janvier 2026, c'est l'entrée, la prise d'effet du contrat dans la collectivité. À partir du 1er janvier 2026, les agents de la collectivité auront jusqu'au 31 décembre 2026 pour adhérer sans délai de stage. Voilà, puisque le compte à rebours, il est lancé, de calcul des 12 mois, à partir du moment où vous rejoignez la convention. Donc, alors, si on peut rester sur une labellisation en 2026 également, où on est obligé d'aller à un contrat collectif. Ben, en l'état actuel des textes... Pour l'instant, on peut faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. En l'état actuel des textes, la labellisation pourrait continuer tant qu'il n'y a pas de transposition de l'accord collectif également en 2026. Si vous avez déjà une délibération qui fixe la participation employeur à 50% du montant de la cotisation, c'est super, gardez-la pour l'engagement, c'est parfait. Alors, c'est la réévaluation du taux à compter de... Voilà, c'est ce qu'on explique. Donc, les taux seront individualisés par collectivité. Non, c'est un contrat collectif. Donc, ce sera individualisé par tranche. Donc, pour rappel, sur les premières diapositives, il y a une tranche ferme, je pense, qui vous concerne presque tous, et 3 tranches optionnelles qui concernent que les trois collectivités qui sont non affiliées obligatoires. Le maintien des taux les 2 premières années de la convention, pas les 2 premières années de mon adhésion. Point, j'adhère au 1er janvier 2025, je bénéficie du maintien des taux de la convention les 2 premières années. J'y vais en 2026, ben, j'aurai maintien des taux qu'1 an. Ça permet de compléter les... Oui. Alors, un agent en congé longue durée doit-il résilier son contrat? Là, dans son intérêt, oui, parce que du coup, il sera indemnisé par son assureur et il ne cotisera plus. Et il peut très bien être dans la situation d'avoir une équivalence de garantie. Et il sera couvert tout de suite par le nouvel assureur pour toute autre pathologie. Et il bénéficiera donc de la participation financière de l'employeur si vous mettez en place le dispositif. Parce que s'il reste sur son ancien contrat, il va continuer de payer sa cotisation individuelle. Il sera indemnisé de la même manière que s'il avait résilié par son ancien assureur. Et puis, du coup, participation financière si vous participiez au titre de la labellisation préalablement. Ce qui répond à la question de l'agent qui aura été à demi-traitement. Oh là là, ça va trop vite. En 2024, se retrouve en arrêt du début 2025. Si c'est exactement sur la même chose, c'est la même. Voilà, si c'est une rechute. Et pas ce contrat collectif qui versera les indemnités. Tout à fait. En fait, ça restera à la charge de l'assureur précédent. Et en cas de refus d'indemnisation justifié, le nouvel assureur pourrait indemniser. Voilà, on ne laisse pas les agents, mais dans le cas d'une rechute, elle reste à la charge de l'assureur précédent. Donc la position de Territorial Mutuel est que s'il y a rechute identifiée, Territorial Mutuel refuse votre indemnisation, vous accompagne avec des documents réglementaires pour pouvoir obtenir votre indemnisation auprès de votre assureur précédent. S'ils maintiennent le refus d'indemnisation, Territorial Mutuel prend en charge l'indemnisation. Mais réglementairement, Territorial Mutuel doit passer par ce refus puisqu'ils ne sont pas réglementairement tenus d'indemniser et accompagnent et
indemnise, puisque l'objectif n'est pas l'agent en demi-traitement. L'idée, c'est que voilà, s'il a pris une prévoyance, c'est qu'il soit indemnisé. C'est pas qu'il reste dans cette situation de précarité. Mais ces cas-là, aujourd'hui, sont traités. Il n'y a plus de points comme il y a quelques années où c'était un point assez complexe. Voilà. Tous les contrats labellisés sur garantie uniquement TIB sont amenés. Alors, effectivement, tous les contrats qui protègent uniquement le traitement ne devraient plus être labellisés au 1er janvier 2025, puisque le décret dit bien que c'est incapacité avec protection du traitement de la NBI et du régime indemnitaire à minima 90%, et invalidité sous forme de rente mensuelle et pas de capital. Tous ceux qui ne sont pas à ces minimums ne devraient plus être labellisés. Alors oui, je rappelle les éléments pour la modulation des participations. Vous pouvez le faire en fonction de fourchettes d'indices, de fourchettes de revenus, et pas sur les catégories. Une de 10 agents peut-elle adhérer sans pour autant avoir une adhésion de 10 agents? Oui. Oui. En fait, vous pouvez adhérer. S'il y a 0 agent, ben, ce n'est pas grave. Le contrat sera en place. Et voilà. Mais parce que, en fait, vous devez vous positionner, vous, sur un dispositif au 1er janvier. Soit vous allez sur la labellisation, soit sur la convention. Si vous faites le choix d'aller sur la convention et que vos agents font le choix de ne pas adhérer à la convention, tant pis pour eux, j'ai envie de dire, mais vous avez respecté le cadre réglementaire, vous leur permettez d'avoir des taux attractifs, ils ont fait le choix de rester sur la labellisation et d'avoir chacun leur taux, et ils n'auront pas la participation financière puisque vous aurez choisi la convention de participation. Mais le fait qu'il n'y ait aucun agent, c'est pas grave, le contrat est en place, et pour les futurs embauchés, peut-être qu'ils y trouveront un intérêt et ils pourront rejoindre la convention. Et encore une fois, vous pouvez participer que sur un dispositif à la fois, pas les deux. Soit la labellisation, soit le contrat collectif, pas les deux. Mais on va remettre, parce que je vois qu'il y a énormément de questions qui reviennent, et donc on le mettra dans la fac, comme ça vous trouverez réponse à chaque fois. Voilà. Je pense que depuis quand le recueil de données est en ligne sur le site du centre de gestion? Le recueil de données pour les gens qui n'ont pas répondu avant la mise en concurrence, il est en ligne depuis quelques jours. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo sur l'assistance concrète proposée? Donc l'assistance, vous avez un accompagnement donc en cas d'incident de santé qui est assuré par l'IMA, mais c'est une liste non exhaustive, parce que le dispositif d'assistance, il y a une notice d'information de 28 pages. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas détailler tous les services possibles, et ça vous sera communiqué dans le pack agent. C'est quelque chose qui est inclus sans supplément à l'adhésion des agents qui adhèrent à ce dispositif-là. Donc, par rapport à un incident de santé, sous forme d'unité, vous avez des services qui sont plus ou moins débloquables. Bien évidemment, on ne va pas débloquer le coiffeur à domicile pour un demi-traitement d'une grippe de 8 jours. Voilà, ça paraît logique. Mais voilà, c'est compris dedans, c'est conditionné. On ne peut pas détailler tous les services et toutes les conditions là en réunion, ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est de vous sensibiliser qui c'est inclus. Et vous avez également un fonds de solidarité par territoriat mutuel. Donc là, c'est opéré par territoriat mutuel. Dans le cas de situation, mais ça, toutes les mutuelles proposent des fonds de solidarité. Dans le cas d'une situation, pour vous donner un exemple très concret, je suis agent adhérent à la collectivité, je suis père de famille avec 3 enfants. Je viens de perdre malheureusement mon épouse dans des conditions très compliquées et elle est décédée. Aujourd'hui, je me retrouve papa tout seul, un salaire, 3 enfants. Ça peut être compliqué les fins de mois. Donc, dans certaines situations, le fonds de secours territorial mutuel pourrait intervenir pour prendre en charge la cotisation de l'agent pendant 1 an ou 1 an et demi. Voilà. C'est des situations, après, voilà, c'est vraiment à discrétion des agents, à discrétion de territoriat mutuel, bien évidemment. Ce sont des services qui sont, à part le fonds de secours qui est porté par l'assureur, mais tous les autres services sont à discrétion, inclus sans surplus,
dans la cotisation des agents et déclenchable par appel téléphonique des agents au numéro dédié auprès d'Intermutuelle Assistance. Bon, je pense que les éléments, donc on va moduler donc la foire aux questions, vous pouvez les retrouver. Donc, je pense que là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, il y a beaucoup de redites, Voilà. on a déjà répondu. Vous pouvez réécouter l'intervention Oui. des centres de gestion et de l'alternative courtage, parce que je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Oui. Donc écoutez, ce qu'on va faire, je vais essayer de répondre aux questions, même et les intégrer dans la fac, toutes celles qui tombent, parce qu'en fait, il y en a des tonnes et des tonnes qui tombent. Donc ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là. Je vous remercie en tout cas. On va vous mettre le plus d'éléments possible et répéter le plus d'éléments possible. Voilà, dans la foire aux questions, peut-être quand la relecture à tête reposée sur le diaporama permettra ça, et également le replay. Voilà. Donc je vous remercie. Et en attendant, le diaporama il sera mis en ligne cet après-midi en une du site internet. Et on va travailler en parallèle sur la foire aux questions. On essaiera de la mettre rapidement. Et pour ce qui concerne du replay, il faut qu'on réalise un montage. Donc, je pense qu'il sera mis en ligne fin de semaine prochaine. Et dans tous les cas, quand l'actualité sera complète, replay, foire aux questions et diaporama, on fera un mailing à toutes les collectivités comme on a l'habitude de faire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.